Donc, je vais juste vous parler pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, je suis Valérie Surchat, je travaille pour JobWatch à la communication et je suis très heureuse de participer à ce nouveau webinaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc JobWatch, on est une plateforme spécialisée dans l'horlogerie et la microtechnique, ainsi que la sous-traitance horlogère en général. Et on accompagne au quotidien des candidats, des entreprises et tous les professionnels du secteur en Suisse et aussi dans le monde. On va passer à la slide suivante. Donc, on est un job board, mais pas que. Donc, on a actuellement plus de 200 offres d'emploi sur la plateforme. On a depuis peu aussi revu entièrement toutes les formations qu'on propose. Donc, on est devenu une plaque tournante. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc, on a aussi une communauté très active de candidats, d'entreprises, de recruteurs, des passionnés du secteur. On suit l'actualité de l'horlogerie, des salons horlogers également. Euh, donc, on participe à tout ça et on le partage très activement sur tous les réseaux sociaux, sur nos réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Donc, si vous ne nous suivez pas encore, je vous invite à nous suivre. On a aussi un blog avec beaucoup de conseils pour les candidats, comment gérer comment être engagé dans le secteur, plein de conseils, et également pour les entreprises. Et puis, je vous parlais donc notre plateforme de formation et coaching personnalisé. Donc, aujourd'hui, nous avons Ariac qui est spécialisé aussi dans la formation. Et nous, notre but cette année, c'était de refaire cette plateforme. On l'a améliorée. Et puis, vous trouverez donc autant des formations très pointues dans des domaines vraiment variés, mais également des coaching personnalisés parce qu'on sait à quel point c'est parfois difficile pour des candidats de savoir comment se vendre, comment rentrer dans une industrie, comment se reconvertir, etc. Donc, on est la plaque tournante vers divers instituts, écoles, formateurs, etc. Donc, voilà pour ce qui est de JobWatch. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de RSE, de projets durables et comment mettre ceci en place avec nos interlocutrices. Donc, je vais laisser tout de suite la main à Anne-Christine, que je salue. Donc, Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais à mon tour partager une petite présentation que voici. Et puis avant de lancer le sujet, voilà, je vais peut-être me présenter brièvement. Donc, je suis Anne-Christine Chapeau. J'ai fondé ma propre société il y a une dizaine d'années, Axe 3, et je collabore étroitement depuis bien plus longtemps avec l'ARIAC, euh, organisation pour laquelle je m'occupe essentiellement des formations dans le domaine de la durabilité au sens large. En particulier, certains d'entre vous connaissent certainement les normes ISO 14001 pour le management environnemental, 45001 pour le management de la santé et sécurité au travail. On a l'énergie aussi avec ISO 50001, etc., etc. Donc, mon activité au sens large recoupe autant de la formation que du consulting. Je travaille avec de nombreuses entreprises, essentiellement en Suisse romande, beaucoup dans le domaine industriel, mais pas que autour de ces domaines-là, essentiellement, avec une petite particularité aussi pour tout ce qui concerne la partie législative, hein, qui est une composante essentielle aussi de la durabilité. et Donc, puis, je je me vais, permets juste, oui, excuse-moi, je me permets juste de préciser une petite chose. Donc, à tous les participants, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra, soit au fil de la présentation ou à la fin. Voilà. Je te laisse merci continuer. beaucoup.
Merci beaucoup pour les précisions et je te laisse du coup modérer ces questions, hein. Pas de problème. Et puis effectivement, si elles doivent être répondues au fil de l'eau, n'hésitez pas à m'interrompre. Ce sera peut-être plus riche, hein, si on répond à certaines questions de cette façon-là. Sinon, à la fin, avec grand plaisir. Donc, je vais parler, brosser un petit peu le portrait de la durabilité et particulièrement pour ce qui concerne les entreprises du secteur industriel en particulier, mais bien entendu, ça ne concerne pas que l'industrie, hein, ce sujet-là. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet aujourd'hui? Eh bien, vous avez certainement pu constater, hein, que les choses bougent quand même depuis, on va dire, 5, 10 petites années, mais on va dire que les 5 dernières années ont été une période assez essentielle à l'essor de cette thématique. D'une part, par le biais d'exigences légales qui évoluent en Suisse, bien entendu, mais également chez nos voisins, alors dans le reste du monde également, mais chez nos voisins en Europe, le sujet de l'environnement, de la durabilité au sens large est largement traité dans diverses directives, règlements qui concernent toute l'Europe et du coup les différents pays. Et puis cette réglementation est en pleine évolution. On a peut-être entendu parler déjà du Green Deal. On a aussi en parallèle une évolution de la société, hein. Ces évolutions légales ne viennent pas toutes seules, elles viennent parce que la société change. Et on constate aussi qu'on a un certain éveil en termes de connaissances, de sensibilité et d'attente de la société à tous les niveaux. On a vu aussi différentes étapes, même si c'est vrai, cette année, on a peut-être assisté à un petit flou en raison des évolutions géopolitiques et de la pression de certains courants politiques, peut-être pour ralentir ces sujets-là. Mais la demande, on le sent, est toujours bien présente. Et puis l'attente des clients, hein. Les clients, c'est aussi la société quelque part, hein. C'est aussi des membres de la société et des entreprises également qui ont besoin d'avoir sur toute leur chaîne de valeur certaines garanties par rapport à des pratiques aussi durables et responsables. On pourrait croire que cela ne concerne que des grosses sociétés, mais ce n'est pas le cas. Ça concerne aussi et de plus en plus des PME et des plus petites entreprises. Donc ça fait, on assiste à un effet de ruissellement quelque part. Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont finalement un peu toutes les mêmes besoins. On le constate par l'expérience, hein. Ce sujet de la durabilité, de la RSE, on verra ces termes, hein, tout à l'heure, sont extrêmement vastes et complexes. Il est difficile d'avoir une compréhension globale et précise de la question, à moins d'être un spécialiste. Pourtant, de plus en plus d'entreprises sont confrontées à ce sujet-là, sans forcément avoir de spécialistes en interne. Ça nécessite donc d'avoir des lignes directrices qui sont claires, hein. On voit émerger, c'est pas forcément récent, hein, certains référentiels existent déjà depuis un certain nombre d'années, mais on voit émerger justement des guides, des référentiels qui permettent de fixer un cadre euh, permettant aux entreprises d'avancer sur ce sujet et aussi de comparer ce qui se passe entre différentes sociétés, différents pays, etc. On a besoin aussi d'outils très concrets, hein, pour pouvoir avancer efficacement. Bien entendu que ce n'est pas le sujet prioritaire des entreprises. Les entreprises doivent produire, elles doivent vendre, mais elles doivent le faire de manière responsable. Donc l'efficacité est vraiment devenue un must, hein, dans ce domaine-là également. Et puis la possibilité aussi de pouvoir le démontrer. On a vu, la société a des attentes, les autorités ont des attentes, les clients ont de plus en plus d'attentes. Donc on a besoin de pouvoir démontrer par le biais notamment de certifications, de labels, que l'on travaille bien. Mais qu'est-ce que c'est au juste une démarche de développement durable, de RSE, surtout quand on parle d'une entreprise ou d'une organisation au sens large, hein, ce n'est pas forcément une entreprise. Mais c'est vrai que la plupart des organisations qui sont concernées par ces sujets aujourd'hui sont bel et bien des entreprises. Tout d'abord, qu'est-ce que le développement durable? Ça vaut la peine de s'arrêter quelques instants sur cette notion
qui n'est pas toujours utilisé à bon escient, hein, que ce soit dans le public, que ce soit aussi dans les médias, dans la communication en général, où on a tendance à rattacher le développement durable à l'écologie, l'environnement. Donc, on constate sur ce schéma que l'environnement est une composante du développement durable, mais elle n'est pas la seule. Quand on parle de durabilité, il faut penser à un triptyque entre environnement, société et économie. Autrement dit, le développement durable consiste en un développement qui intègre conjointement ces trois dimensions. Ça ne veut pas dire que ces trois dimensions vont toujours dans le même sens. Dans un monde idéal, ça devrait, mais on n'est pas dans un monde idéal, comme vous le savez, donc il peut y avoir des contradictions entre ces différents domaines lorsqu'on fait des choix. Donc il s'agit de trouver des équilibres, de faire des arbitrages, de trouver la meilleure solution. Parfois même, on doit dire la moins pire pour avancer quand même. Mais l'important, c'est d'intégrer dans les réflexions et dans les décisions ces trois dimensions. On parle de durabilité, mais on voit aussi depuis quelques années émerger d'autres termes comme RSE, CSR, ESG. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour simplifier, tous ces termes veulent dire à peu près la même chose. RSE signifie responsabilité sociale des entreprises. CSR, c'est le terme anglais de Corporate Social Responsibility. C'est exactement la même chose dans une autre langue. Les deux sont utilisés très couramment. Et puis le troisième terme, ESG, on va dire, qui est beaucoup utilisé dans le domaine financier, que j'aime beaucoup personnellement, qui est peut-être plus clair que les autres termes, puisqu'il parle très clairement de environnement, social et gouvernance pour la partie économique. Donc c'est vraiment le volet entreprise ou l'application pour les entreprises des principes de durabilité. Les principes de durabilité étant larges, hein, et s'appliquent à la société en général, aux pays, aux nations, aux régions de par le monde. Ces trois acronymes RSE, CSR, ESG s'appliquent un peu plus spécifiquement aux entreprises. Vous avez peut-être vu ou entrevu parfois certaines de ces icônes, hein, qui représentent ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, qui ont été établis par les Nations Unies, être atteints par les nations du monde entier d'ici 2030. Ils ont été établis en 2015. J'en parle ici, même s'ils concernent essentiellement des États, des nations, parce qu'ils sont aussi communément utilisés dans le monde de l'entreprise pour différentes raisons, notamment parce que c'est un référentiel qui est universellement reconnu, qu'il est subdivisé, comme on le voit sur ce schéma, en 17 objectifs distincts, bien visuels, qui sont publics, hein, tout un chacun peut aller les consulter. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller sur le site des Nations Unies dédié à ces ODD, qui les décrit très clairement, de manière résumée ou beaucoup plus en détail selon votre besoin. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir les entreprises s'approprier ces objectifs et du moins déterminer lesquels de ces objectifs les concernent et auxquels ils voudraient ou devraient contribuer. Mais bien entendu, ce n'est pas le seul référentiel. Disons que c'est un référentiel connu qui mérite d'être présenté ici. Pour qu'un projet RSE dans une organisation fonctionne, il y a certains ingrédients de base. Le premier que je mentionnerai, qui est mentionné ici en tête de liste d'ailleurs, c'est un engagement de la direction. Bien entendu, on peut confier le projet de RSE développement durable à une personne ou à une équipe, un coordinateur, un responsable de la durabilité, etc., etc., ou une équipe constituée de différentes personnes au sein de l'entreprise qui auront acquis plus ou moins de compétences en la matière. Mais ça ne marche pas sans un engagement clair de la direction, comme d'autres choses dans l'entreprise, bien entendu. Ça part de là.
Ça nécessite aussi une collaboration en interne. Ça ne peut pas être non plus le projet d'une seule personne, aussi motivée, aussi compétente soit-elle, mais le rôle de cette personne, d'ailleurs, si un coordinateur est défini, sera justement de fédérer les personnes, les différents secteurs, départements, dans un projet commun et de jouer le rôle de chef d'orchestre quelque part. On a besoin aussi, dans les ingrédients, d'une structure claire pour tout le monde et qui vise à l'efficacité, comme je le disais avant. On n'a pas que ça à faire non plus, hein. C'est pas la mission de l'entreprise de faire du développement durable. Donc, ça doit être efficace et s'intégrer harmonieusement dans le quotidien de l'entreprise. Et puis, on a besoin aussi d'une feuille de route, hein, peu importe comment on l'appelle, hein, d'une vision, d'un cadre pour s'améliorer. Et puis, si ces ingrédients sont bien en place et bien utilisés, on peut dire que le projet RSE devient vraiment un moteur d'un changement culturel. Je dirais que ça va dans les deux sens. Autant la RSE peut entraîner un changement culturel, autant, dans de nombreux cas, il faut quand même un cadre culturel à la base pour que la RSE puisse prendre pied. Donc les deux vont ensemble, hein, les deux s'alimentent. Plus précisément, de quoi le projet sera composé. J'aime bien séparer la démarche, comme d'autres démarches d'ailleurs. Si certains d'entre vous sont déjà familiarisés avec des démarches de type ISO, par exemple, vous allez retrouver aussi ces trois dimensions dans une démarche de système de management. Donc ici, on va retrouver aussi trois volets, une dimension, on va dire, de pilotage que j'appelle stratégique et managériale. Je l'ai dit avant, le rôle de la direction et du management est essentiel. Une dimension humaine également, puisqu'on a besoin de gens dans l'entreprise. C'est les personnes qui font le travail, c'est les personnes qui vont pouvoir prendre des décisions, qui vont pouvoir contribuer au développement durable. Donc cette dimension-là est essentielle. Et bien entendu aussi, il y a une dimension opérationnel, donc d'intégrer des projets, des initiatives, des pratiques, des changements dans les processus internes, dans les services, dans les techniques, les procédés utilisés. Et on va encore un petit step plus loin. On reprend ces trois couleurs, hein, ces trois dimensions stratégiques, techniques, opérationnelles et humaines autour de ce que vous connaissez probablement aussi, la notion de roue de Deming ou de Plan Do Check Act, qui donne une base aussi concrète à cette structure. Donc, je commence avec cette dimension stratégique managériale où, bien évidemment, le rôle premier de la direction dans ce domaine-là, comme dans d'autres d'ailleurs, c'est de fixer un cadre. Fixer un cadre, fixer un rythme d'engagement, définir les enjeux, comprendre ce qui est important pour cette entreprise-là en fonction de son contexte bien spécifique, comprendre ce qui est important quand on parle de développement durable. Même dans un même domaine, prenons par exemple l'horlogerie, hein, l'entreprise A, l'entreprise B ne sera pas forcément sujette exactement aux mêmes enjeux. Une bonne partie va se retrouver d'une entreprise à l'autre, mais ce ne sera pas forcément les mêmes enjeux. Ça va dépendre aussi de la taille, du positionnement stratégique et commercial, de la situation purement géographique et d'autres éléments. On a besoin aussi d'un engagement, d'une politique pour pouvoir faire redescendre justement cette volonté, ces axes d'action dans les équipes, dans le fonctionnement de l'entreprise. Et puis tout à la fin, c'est un petit peu le dernier volet de notre plan de check-act, la direction intervient pour faire un bilan, pour regarder où elle en est, où en est l'entreprise par rapport à ses engagements et qu'est-ce qui doit être décidé pour la suite pour aller dans l'idée d'une amélioration continue. Pour la partie plus technique, opérationnelle, on pourrait se dire qu'on pourrait se contenter finalement de cet élément-là parce que c'est là que se trouve l'amélioration. Mais je pense que d'accord avec moi pour dire que sans le cadre managérial et sans l'appui justement fort du personnel, eh ben on n'arrivera à rien, hein. On pourra définir des projets, peut-être faire des améliorations techniques, mais on va vite plafonner. Cette composante opérationnelle, elle est quand même importante, hein. Elle consiste tout d'abord à comprendre vraiment techniquement quels sont les impacts liés au développement durable, les impacts spécifiques de l'entreprise sur le développement durable, en tenant compte des trois
des trois piliers qu'on avait vus tout à l'heure. De proposer des actions. Pour ça, il faut aussi avoir l'approche technique, la connaissance du terrain pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est pertinent de faire, qu'est-ce qui serait plus intéressant et prioritaire. Et puis ensuite, la mise en œuvre, bien entendu, dans les processus de l'entreprise. Il s'agit ensuite d'entretenir les acquis. C'est bien de mettre en place des projets, mais il faut les entretenir, il faut les soigner, il faut les améliorer, il faut les faire vivre. On est toujours dans l'opérationnel. Et puis ensuite surveiller par le biais d'indicateurs peut-être, par le biais d'une surveillance, pourquoi pas des audits internes, etc. Donc on retombe sur des pratiques finalement qui sont connues dans la plupart des entreprises, sur une thématique qui est un peu différente. Et puis bien entendu, pour les collaborateurs, définir une organisation claire, une communication aussi permanente. On ne communique pas juste une fois avec un grand coup de pub, mais c'est quelque chose vraiment constant. Alors, Anne-Christine, on a Oui, déjà des questions. ah, Donc, une très bien. longue question de Vincent qui nous demande, beaucoup de PME craignent que les normes, les réglementations et dispositifs d'accompagnement transforment la durabilité en boîte de Pandore, des coûts difficiles à maîtriser, des exigences complexes et parfois des acteurs peu scrupuleux. C'est Mhm. une crainte légitime. Quels seraient, selon vous, les tout premiers pas, pardon, pour rassurer et accompagner ces entreprises afin qu'elles profitent des aides existantes sans tomber dans les pièges des profiteurs? Et comment trouver Oui. les bons partenaires? Très longue question, Très mais longue très question, intéressante. mais extrêmement pertinente. En fait, il y a plusieurs questions en une. J'entends plusieurs questions dans celle-là, dans ce développement. Tout d'abord, la notion d'étape. Comment finalement faire exploser cette peur, réduire les obstacles, ces craintes qui empêchent les entreprises d'avancer par rapport à une possible complexité du projet. Ça, je vais peut-être y revenir. Je propose que j'y revienne peut-être dans la suite de mon explication. Je retiendrai cette question. Et puis, parce que la suite de mon explication, justement, elle consiste à montrer ses premiers pas et puis à essayer de réduire ses craintes. Par rapport à la deuxième question, effectivement, comment faire face à effectivement à un marché qui se développe beaucoup? Forcément, il y a un espèce de business qui se développe là autour, comme dans d'autres business, et ce qui est une bonne chose, probablement. Ça veut dire qu'on a le choix, mais il faut faire la différence entre peut-être les bons, les compétents et ceux qui le sont moins. Alors, je ne suis pas bien placée pour vous dire lesquels sont bons et lesquels sont pas bons, parce que je suis forcément biaisée. Mais je pense qu'effectivement, il faut être vigilant, comme pour n'importe quel autre service que vous achetez à l'extérieur, la vigilance, comment dire, la réputation de l'entreprise, interrogez-la sur son expérience, ses références, et puis aussi sur l'approche qu'elle vous propose. Ça doit être aussi quelque chose de compréhensible. Si vous vend quelque chose que vous ne comprenez pas, en vous promettant que il faut faire confiance et que tout ira très bien et que vous aurez les résultats attendus, je pense qu'il faut se méfier. L'approche, elle doit être claire. C'est clair que c'est un sujet relativement complexe, mais l'approche, elle doit être limpide. Et logique, et justement déjà là, donner confiance. C'est dur de répondre brièvement à une question effectivement aussi qui est très pertinente, mais qui est effectivement assez complexe. J'espère en tout cas avoir un petit peu répondu à une partie. En tout cas, pour une partie de cette question, je vais tâcher de m'y atteler dans la suite de la présentation. J'ai encore une Oui, deuxième question de Caril. oui. Je pense que ça viendra aussi après, mais n'est-ce pas tout simplement un projet pour une entreprise avec une organisation adéquate pour son exécution? Je ne suis pas sûre d'avoir Euh, bien compris la question. alors, n'est-ce pas tout Peux-tu... simplement un Oui. projet pour une entreprise avec une organisation adéquate pour son exécution? Ça me Euh, demanderait d'être un peu... est-ce qu'il est possible de préciser la question? Oui, alors on demandera à Carrie, on précisera et puis... Oui, peut-être s'il est possible. Parce que je ne veux pas ouais, répondre à côté. C'est un peu oui, oui, dommage. totalement, pas de D'accord. souci. Ok. Alors, en attendant, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Et justement, la question de tout à l'heure,
quels sont les premiers pas? Les premiers pas? Ben, les voici quelque part. C'est résumé, c'est très succinct, mais ça vous donne déjà une petite idée. L'étape essentielle avant de se jeter à cœur perdu dans le projet, souvent on est très enthousiaste, motivé, hein, on a envie d'y aller, mais il y a des éléments incontournables. Tout d'abord, le cadre. Il faut définir, je parlais avant d'un chef d'orchestre, c'est important, même si c'est un groupe dans l'entreprise qui sera chargé de faire le travail, il est important qu'il y ait une personne qui va coordonner, hein, comme dans n'importe quel projet d'entreprise. Il y aura peut-être aussi des personnes à impliquer de manière un peu plus ponctuelle dans certains services techniques, peut-être au niveau des achats, peut-être au niveau des RH, pourquoi pas, etc. Donc, j'aime bien dire qu'il y a un noyau dur, peut-être une petite équipe qui va travailler sur le projet, et puis un noyau élargi de personnes motivées qui seront un petit peu plus utilisées, entre guillemets, aux besoins en fonction des étapes et du projet. Ensuite, une autre étape qui me paraît absolument incontournable pour ne pas partir dans une usine à gaz ou une boîte de Pandore, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, c'est de déterminer clairement les impacts, les enjeux. Il existe des outils pour cela qui existent déjà. On peut l'inventer, mais c'est peut-être dommage de réinventer une roue qui existe déjà. Donc, il existe des outils qui permettent justement de définir ce qui est important, de le pondérer et puis ensuite de pouvoir déterminer des actions. C'est la troisième étape. Quels seraient les potentiels? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire euh, en mode un petit peu brainstorming, hein, et ensuite de le découper dans le temps, petit à petit, en petites étapes, en fonction des ressources qu'on a. Les ressources, c'est vraiment le maître mot, hein, pour ne pas s'épuiser, avoir des ambitions inatteignables qui sont aussi très décevantes. Donc, prioriser par rapport à l'impact en termes de durabilité, mais aussi qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça rapporte peut-être financièrement. N'ayez pas peur de parler de gros sous, hein, même si on parle d'un sujet éthique, on est obligé de parler aussi d'argent. Et puis, planification, ça c'est important. C'est un projet sur plusieurs années, hein, c'est un projet de marathon, c'est pas un sprint. Donc, déterminer ce qu'il faut faire chaque année et avancer petit à petit, mais avancer. Et puis ensuite, eh bien, il faut suivre. À nouveau, le chef d'orchestre est important. Suivre, mesurer et bien entendu communiquer. Euh, Hop, je vais maintenant vous donner comme ça, vous les voyez à l'écran, hein, les slides qui suivent. Je ne vais pas détailler chacun de ces éléments, mais je vais simplement vous montrer quelques exemples d'actions concrètes, parce que parfois on se demande un petit peu ce qu'on peut faire, on a peur aussi du greenwashing, ça paraît un petit peu obscur, tout ça, un petit peu flou, superficiel, mais en fait, si c'est bien fait, ça peut vraiment se traduire par des projets extrêmement concrets et qui ont de l'impact et une visibilité. Ici, c'est vraiment un exemple issu d'un cas réel et qui provient d'une entreprise de mécanique, micromécanique, en Suisse romande, hein, donc c'est proche de chez nous. J'ai séparé en trois volets. Le premier volet environnemental parce que c'est selon moi le plus facile à appréhender. Donc pourquoi pas commencer par celui-là? C'est pas une obligation. Donc, vous les voyez sous vos yeux, hein. On peut très bien partir, par exemple, sur la notion d'énergie et climat, hein, qui est quand même un thème super important aujourd'hui, euh, où on peut retrouver des notions d'ailleurs très utiles pour l'entreprise d'efficacité énergétique, c'est là qu'on rejoint aussi le porte-monnaie, de plan de mobilité qui implique les collaborateurs. On parle aussi beaucoup de décarbonation, d'ailleurs, ça rentre dans les exigences légales. Donc, on voit là que ça réunit plusieurs avantages. On pourrait travailler sur l'eau également, sur les déchets, typiquement. Là, on est sur des sujets classiques, mais très souvent, on pense avoir déjà fait quelque chose. On se dit, bon, on a déjà un tri des déchets, mais en fait, il y a souvent une optimisation qu'on peut faire. On peut aller encore beaucoup plus loin dans la connaissance et dans l'amélioration des filières. Pour se balader un petit peu dans ces différents exemples de projets, le deuxième pilier, c'est le pilier social. Peut-être qu'il demande un tout petit peu d'entraînement pour vraiment pouvoir l'appréhender. Mais là, tout dépend aussi du degré de maturité de l'entreprise. Les entreprises sont déjà prêtes maintenant à rentrer sur ces domaines-là. Alors, bien entendu, le premier sujet est un must, hein. Toutes les entreprises industrielles devraient avoir déjà des bases de santé-sécurité.
Donc, en fonction de l'état où vous êtes, il y a certainement encore des améliorations qui peuvent être faites, notamment au niveau de l'implication des collaborateurs à la sécurité, etc. Ensuite, la deuxième partie de cette slide concerne plus les RH. Vous voyez quelques exemples ici. Au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau des répartitions, de la répartition des revenus, de la question de diversité, d'égalité, et de formation également, d'employabilité, qui est un terme aussi très courant dans le monde des RH. Et puis, le troisième volet qui est indispensable pour pouvoir parler vraiment de durabilité, sans quoi on parle de, voilà, environnement social, mais on n'a pas le triptyque de la durabilité si on ne touche pas à ce sujet-là, qui est absolument essentiel, qui n'est pas toujours facile à appréhender non plus, mais qui permet d'avoir une cohérence solide. Vous voyez ici quelques exemples, hein. Bien entendu, la continuité des affaires est un élément essentiel, mais également tout ce qui concerne à l'éthique, code d'éthique interne, code de conduite des fournisseurs, on en parle de plus en plus, etc., etc. Et puis, le dernier élément que je voudrais vous présenter, la mobilisation des équipes. On a parlé de l'importance d'avoir des équipes qui sont derrière le projet, d'avoir des équipes qui tirent toutes à la même corde finalement. Donc, ça nécessite de donner du sens à ce projet, hein. On parle beaucoup de sens aujourd'hui, même dans le monde des entreprises, ce terme fait son apparition, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Donc ici, vous avez quelques éléments aussi, hein. Je reviens sur cette notion de cadre qui est essentielle et cette notion de cohérence entre les niveaux. Direction, management, opération aussi. Ça doit jouer sur ces trois niveaux et pas que sur l'un ou l'autre de ces niveaux. D'avoir une connaissance aussi claire et une acceptation des limites. On ne peut pas tout faire et surtout, on ne peut pas tout faire tout de suite. Les rôles, j'en ai déjà parlé, hein, les rôles, les ressources, c'est quand même des projets qui peuvent prendre du temps, mais comme il a été dit tout à l'heure, ou la crainte, hein, qu'on a perçue dans la question de tout à l'heure, le temps à attribuer à ce projet va dépendre du temps que vous avez à lui attribuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut le définir clairement au départ. De quelles ressources on a besoin et quelles ressources on peut consacrer à une roadmap, à des initiatives, à ce projet dans son ensemble. Et puis, bien entendu, le sujet étant quand même relativement complexe, même si tout le monde en parle aujourd'hui, il est vaste. Donc, cela nécessite des ressources. Et bien, pour cela, il y a aussi des partenaires fiables qui permettent de le faire. Et ben, notamment l'ARIAC, qui accompagne depuis longtemps les entreprises dans différents domaines et nouvellement aussi, ou en tout cas plus fort, dorénavant dans ce domaine de la RSE. Et je repasse la parole pour la suite de cette présentation. Je passe la parole à Mélissa. Donc, je vais quitter le partage pour te donner la main. Merci beaucoup. Merci Voilà, Anne-Christine. c'est fait. Et bonjour à tous. Je vais me présenter brièvement. Je suis Mélissa Zandou. Donc, je suis en charge de la communication et notamment de la promotion de nos formations chez Ariac. Je vais vous partager aussi une petite présentation pour vous donner quelques mots sur Ariac. Certains connaissent peut-être déjà Ariac. Et je vais présenter. Hop. Alors, navré, je vais mettre sur la bonne slide. Alors, Ariac, quelques mots sur Ariac. Ariac, c'est 30 ans d'expertise. C'est une société qui est spécialisée dans la formation, le conseil en qualité et performance. Et vraiment, notre mission, c'est de positionner la culture qualité comme un levier stratégique auprès des personnes et des entreprises. Donc, nous faisons de la formation et du conseil auprès des entreprises. 30 ans d'expertise, hein, nous avons été créés en 1991 et on se positionne comme acteur principal, leader en Suisse romande.
nous faisons nos formations en présentiel à Yverdon-les-Bains, dans le canton de Vaud. Tout est uniquement en présentiel aujourd'hui. Quelques chiffres importants. Ariac se distingue notamment par son engagement andragogique. Donc, 85% de nos formations permettent un engagement accru. On fait vraiment en sorte que les participants soient engagés dans ces formations-là. 90% sont autour de transfert de compétences. On veut vraiment aller au-delà du théorique et on se positionne comme le premier partenaire de formation. Qu'est-ce qu'on appelle modèle andragogique Ariac? C'est en plusieurs étapes. Étape numéro 1, on veut vraiment pousser nos participants à expérimenter en même temps qu'on apprend. C'est très important, c'est ce qu'on appelle le learning by doing. On apprend, mais on applique également. Donc, l'étape 2, en continu, je l'ai dit déjà, on applique, on met en application ce qu'on vient d'apprendre. On identifie aussi les opportunités réelles et tangibles que l'on va pouvoir apporter à son travail, à son quotidien. Et dernière étape, on apprend avec les expériences des autres. C'est ça aussi la force. On a des groupes d'apprenants qui apportent leur expérience, leur point de vue. Et avec tout ça, on arrive vraiment à, je dirais, un beau cocktail d'apprentissage. Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur le développement durable et RSE, notamment à travers une nouvelle formation que nous mettons en avant. L'intitulé est donc Responsable développement durable et RSE. Les objectifs sont de comprendre les enjeux. Vous avez pu voir avec Anne-Christine que le sujet est dense, mais passionnant. On va pouvoir, à travers cette formation, améliorer l'impact de l'entreprise sur l'environnement. On va pouvoir piloter une stratégie RSE et développement durable, coordonner et mettre en place une démarche, évaluer les performances, vraiment avoir des KPIs précis pour pouvoir piloter tout ce changement et mettre en place des axes d'amélioration. Pour cette formation, on vous enverra plus tard, c'est Valérie qui s'en chargera, un lien de cette formation avec tous les détails. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance et cette formation sera ouverte dès l'année prochaine. Alors, pour information, j'ai déjà mis dans le chat le lien vers la formation, donc vous pouvez aller cliquer. Vous retrouverez ces liens dans l'email qu'on vous enverra plus tard avec le replay, tout ça, vous aurez tout sous la main. Parfait, merci Valérie. Et dernière information, toujours dans le sujet de la durabilité, de l'économie circulaire également, nous avons d'autres formations que vous pouvez voir sur l'écran et encore plus toujours sur notre site web qui sera également envoyé un peu plus tard par Valérie. Voilà, c'est tout pour le côté Ariac. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse à nouveau la main à Valérie. Du coup, on va revenir avec Anne-Christine parce que nous avons pas mal de questions. Donc, et je vais les prendre en fait les unes après les autres, comme ça, j'espère qu'on pourra répondre à tous et à toutes. Alors, la première de Frédéric qui nous demande quels sont les outils qui permettent d'évaluer les impacts. Alors, il en existe plusieurs, hein. Certains sont plutôt internationaux, d'autres sont plutôt locaux. Il existe des outils qui sont rattachés à des labels, comme par exemple Éco-entreprise, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui permettent à la fois au moyen d'un questionnaire d'évaluer les impacts, mais aussi au travers d'audits de se faire certifier. Il existe un autre outil auquel j'ai fortement participé qui s'appelle Vétiseo et donc Vétiseo comme ça se prononce, et qui a vraiment pour but d'évaluer des impacts. Alors, à l'origine, plutôt impact environnemental, par exemple rattaché à la norme ISO 14001, puisque c'est une obligation de le faire. Et également, cet outil s'est étoffé au fil du temps en abordant aussi plus largement des questions RSE. Donc, cet outil permet aussi d'identifier les impacts et par la suite aussi, là où c'est prioritaire, donc ça permet aussi d'évaluer ces impacts, de les pondérer. Et là où on a des notes plus élevées, on sera plus enclin à définir
des actions, justement. Donc, cet outil permet aussi de définir les potentiels d'actions qui permettent de traiter ces différents impacts. Voilà, pour donner 2 exemples d'outils plutôt à portée romande, donc bien adaptés aussi au tissu économique romand. Mais Merci, il y en a d'autres, hein. évidemment. On a pas mal de questions. Caril, donc une longue question. Je vais essayer de tout bien le formuler. Exécuter le projet en méthode agile, cascade ou hybride, agile plus cascade, que le chef de projet définit et suivra pour autant que tous les membres impliqués comprennent le rôle, les tenants et les aboutissants, et qui parlent tous le même langage, avec un scope, un budget et un planning, avec des rôles, des responsabilités bien définis afin de réussir le projet. Oui. Et donc, en fait, la question, elle est... Alors la question était exécuter le projet en mode agile, ça c'est une question, C'est cascade ou ça, hybride, oui, voilà, c'est ça la oui, question. oui, exactement. Je pense que vous avez très bien résumé les tenants et aboutissants, hein, absolument, oui. Là, rien à rajouter. Est-ce qu'il y a des aides qui sont fournies aux entreprises en Suisse Mhm. pour financer ce type de formation? Donc ça c'est plutôt une question pour Mélissa, pour Ariac. Alors, on n'a pas tout on va dire tout le spectre des organismes qui financent, mais je sais que Thème Training aide beaucoup pour les financements. Nous, on travaille beaucoup avec eux. Donc, il faut vraiment s'orienter vers eux et ensuite, les facilités de paiement se font entre Ariac et l'organisme en question. J'espère avoir pu répondre à la question. On a une deuxième question pour toi, Mélissa, même plusieurs. Donc, quelle est la cadence de vos formations? Ça, c'est déjà une première question. Travaillez-vous un sujet en un seul bloc ou est-il réparti dans le temps? Et peut-on mettre en pratique dans son entreprise au fur et à mesure de l'apprentissage? Très bonne question. Alors, tout dépendra de la formation. Par exemple, la formation que j'ai mis en avant, responsable développement durable, c'est une formation qui est en 7 jours de manière continue. Et bien sûr, tout ce que vous allez apprendre et mettre en pratique, vous allez pouvoir l'appliquer directement en entreprise. C'est fait pour. Et vous partez aussi avec un certain volume de connaissances. Vous partez avec un classeur qui peut être aussi un e-document. Et vous allez pouvoir le mettre en pratique. Et souvent, une journée correspond à une thématique, grosso modo. Forcément, selon les formations, parce qu'on a des formations qui s'étalent sur 6 mois et qui sont composées de 20 jours de formation. Donc là, le dispatch est différent. On est sur des modules pour remplir ce cursus. Donc, ça dépend. Mais en tout cas, pour celui-ci, cette nouvelle formation, on est sur 7 jours en présentiel. J'amènerais peut-être une petite précision, vu que ça faisait partie de la question. C'est effectivement 7 jours, mais pas en un bloc, comment dire, temporel, hein. C'est pas sur 2 semaines concentrées, mais c'est réparti, sauf erreur, si je ne me trompe pas, Mélissa, sur 2, voire 3 mois, hein. Donc, à raison de 1 ou 2 jours par semaine. Donc, ce qui permet justement, entre-temps, hein, d'avancer sur l'application dans l'entreprise. Exact, oui. On a Nathalie qui nous demande, pouvez-vous nous envoyer le nom de l'organisme pour aider au financement des formations en Suisse? Je pense qu'on pourra rajouter ça dans le aussi, voilà. Merci Mélissa d'avoir mis dans le chat le nom. On pourra le rappeler certainement dans l'email que vous recevrez avec le replay, comme ça vous aurez tout. Une question de Benoît. Quels sont les profils types qui peuvent mener un projet RSE dans l'entreprise? Vaste question aussi, très intéressante. Je dirais que les profils peuvent être divers. C'est ce que je vois aussi dans la pratique. Je pense que bon, le premier élément, c'est une certaine motivation, hein. Il faut quand même avoir un certain intérêt pour la thématique dans son ensemble. Et je dirais avoir un certain feeling avec des thématiques assez transversales, parce qu'on parle, c'est pas une spécialisation sur un sujet technique unique, mais c'est plus comment dire, ça demande plus un profil de généraliste qui aura une vision transversale de l'entreprise. Je ferai le parallèle avec des profils de type, justement, responsable de système de management, ISO,
ou des membres de des équipes qui ces système managers, ou un profil vraiment de chef de projet, mais avec une vision trans. Alors, je ne sais pas vous, est-ce que vous entendez toujours Anne-Christine? Oui, Anne-Christine, on a un petit Ça peut être des bug. connaissances plutôt techniques ou au contraire plutôt organisationnelles, managériales. Donc, de toute façon, en principe, on est amené à compléter nos compétences. Si on ne les a pas acquises par biais d'une formation, on sera amené à les compléter aussi sur le terrain par l'expérience. Donc, il faut avoir aussi cette curiosité et cette volonté d'élargir son champ de connaissances. Peut-être pour résumer. Donc, finalement, des profils assez larges. D'accord. Très bien. Il est 12h47. On va encore prendre une question, toujours de Benoît. Oui, Valérie, en tout cas, je ne vous entends plus. d'accord. Oui. Je n'avais plus de son tout à coup. Apparemment, vous ne m'entendiez pas non plus. Bon, eh ben, on est de retour. Parfait. Un petit problème technique de son côté, c'est pas très grave. Donc, on va gentiment clôturer. On avait encore une petite question de Benoît pour clôturer. Et puis après, voilà, on va aller pour ceux qui n'ont encore pu manger. On va y manger. Donc, une dernière question de Benoît. Est-il possible d'estimer le retour sur investissement d'un projet RSE? Quels sont les outils pour définir s'il est plus profitable de démarrer ou non ce type de projet? Vaste question. Excellent. Alors, il y a beaucoup de très bonnes questions et vastes questions qui nécessiteraient un gros développement. Alors, oui, possible, oui et non. Il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, d'études ou de benchmark en la matière parce que c'est très variable en fonction des entreprises et des choix qu'elles font. Mais globalement, je dirais que dans ma pratique, même si je ne peux pas vous articuler de chiffres, et ce n'est pas pour vendre le truc, c'est vraiment parce que j'y crois. S'il n'y avait pas un retour sur investissement, je suis convaincue que ça ne marcherait pas. Par contre, il faut que des conditions soient remplies pour qu'il y ait un retour sur l'investissement. Comme je l'ai un petit peu ébauché tout à l'heure dans ma présentation, c'est un peu des prérequis. Mais c'est possible d'avoir un retour sur l'investissement. Je l'ai vu, je l'ai constaté. Je dirais même encore dernièrement, cette année, cet automne, j'ai eu l'exemple qui me vient à l'esprit d'une entreprise que j'ai eu la chance d'auditer et puis qui a toute une démarche. Alors là, pour le coup, plus orientée environnementale, mais on aurait très bien pu aussi faire le lien avec des questions plus larges de RSE, où eux-mêmes ont réussi vraiment à faire des économies substantielles en termes de réduction de charges, d'optimisation, d'efficience, grâce à des mesures environnementales, que ce soit sur le domaine de l'énergie, notamment qui est assez connu, mais également qui est peut-être moins connu, d'économie de ressources. On pourrait croire que voilà, on utilise déjà les ressources de manière efficiente parce que ça coûte, mais bien souvent on a des possibilités d'économie qui sont importantes, mais il faut juste s'y plonger et s'y intéresser. Que ce soit aussi au niveau peut-être de des consommations, traitement d'eau ou gestion des déchets également, pour citer que des exemples qui sont relativement classiques. Donc oui, sur ces plans-là, c'est tout à fait possible. Et puis sur d'autres sujets également. Mais à nouveau, ça dépend. Anne-Christine, Mélissa, merci beaucoup. Merci à toi, merci à JobWatch pour cette belle collaboration et ce joli format. Et merci à tous pour votre présence et à très vite pour les questions. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, à très bientôt.